Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Aujourd'hui, donc c'est la suite du sujet sur les Kurdes. Donc la dernière fois, on avait vu surtout Mourir à Kobané, chez Tempo, de Patrice Franceschi. C'est un ouvrage très intéressant, hein, assez court, hein, il y a même pas 200 pages. Hein, voilà. Mais c'est très très évocateur de la lutte kurde à un moment donné, hein, puisque c'est surtout 2014, c'est pas fini. Et puis surtout c'est millénaire, c'est une lutte qui est très très ancienne d'une entité nationale qui n'a quasiment jamais eu d'État. Hein, c'est un drame terrible. C'est aussi dans une région où il y a une multiplicité à la fois d'ethnie, de religion, de sensibilité, de philosophie. C'est un mixte à la fois ethnique et culturel où il y a des yézidis, où il y a des Kurdes, des Druzes, une multitude de sensibilités religieuses et ethniques et culturelles. Et c'est là que se chevauchent aussi en partie les chiites, les sunnites. C'est le monde complexe du Proche-Orient. Voilà, donc j'avais également utilisé les Kurdes, 1000 ans sans État, hein, voilà, c'est ça. Et donc là-dedans, l'intérêt de ce genre de revue, il y en a d'autres hein, que l'histoire, mais enfin bon, surtout je suis abonné à celle-ci, donc j'en ai un certain nombre. Hein. Et il y a des articles qui évoquent bien toutes les phases, c'est assez synthétique, il y a des cartes avec l'implantation des Kurdes au milieu de la Turquie, de l'Iran, de la Syrie. Hein, il y a un proto-État actuellement en Syrie, kurde. Donc c'est à cheval sur un nombre d'États importants, l'Irak aussi. Hein, voilà. Et donc tout ça est décrit, c'est synthétique. Donc je vous avais dit, hein, c'était le numéro 420. Je vais mes lunettes, je crois que c'est 429. Hein. Je vais faire mon jeune. Oui, bah c'est 429. Et voilà. Et donc c'est de novembre 2016. Alors, je dis ça parce qu'en fait on peut les trouver sur internet, hein, sur toutes les plateformes possibles, la FNAC, Rakuten, d'autres, hein, et donc ils les vendent hein, en occasion. Quoi. Donc c'est intéressant, s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez avoir ça chez vous et lire avec délectation. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour. Donc maintenant il y a le roman. Alors c'est pas véritablement un roman historique, il y a peu de choses, un roman historique au niveau des Kurdes. Donc j'ai plutôt choisi celui-ci qui évoque un peu tout. C'est un roman sur l'Orient et ça s'appelle en plus Shlomo, donc c'est un juif, hein, le Kurde. Voilà, voilà. Donc ça évoque ce mixte culturel. Il y a quelques juifs kurdes, c'est pas vraiment la majorité. Hein. Les juifs sont essentiellement sunnites, hein, donc musulmans, et, ou laïcs, hein, comme souvent dans les partis, dans les forces armées kurdes, que ce soit en Turquie ou en Syrie. Mais voilà, donc c'est un personnage, c'est un roman écrit en arabe. Donc je vais vous lire la page de garde. Voilà ma belle histoire, les 1001 nuits d'Iran. Je voudrais tant retourner dans la capitale de Haroun al-Rachid. Je me souviens encore de comment on m'a chassé de Bagdad contre mon gré avec les autres juifs iraniens. Donc voilà, c'est l'histoire d'un périple aussi. Hein. Voilà. Shlomo le Kurde était écrit en écriture d'or au-dessus de la porte de son échoppe au marché de Bagdad. Il s'appelle Shlomo Katani le Kurde. On le nomme aussi Abu Salman. Il parle arménien, kurde, persan, russe et se débrouille en arabe, en hindi et même en anglais. Et il lit l'hébreu biblique car Shlomo est juif, kurde et commerçant. De 1914 à 1985, ballotté par l'histoire entre Sablak, Mahabad, Téhéran, Bagdad, Bombay et Ramat Gan en Israël.
Il connaît la gloire, la réussite, puis la chute, traversant un siècle dont il est le nouveau Sinbad. Shlomo le Kurde, c'est aussi une sublime histoire d'amour liant Shlomo et ses deux femmes, Esmer et Esther. C'est une incroyable époque entre l'Orient et l'Europe où se succèdent tant de péripéties dans l'Empire ottoman, sous l'occupation anglaise, ou à l'époque soviétique, racontées avec nostalgie, insolence et humour. Dernier roman de Samir Nakash, l'un des plus grands auteurs l'un des plus grands auteurs à écrire en arabe aujourd'hui, hein. Selon Naguib Mahfouf, Shlomo le Kurde, c'est enfin le récit d'un paradis perdu, où la distance et le temps offraient cet espace indispensable à l'inconnu, à l'aventure et aux rêves les plus fous. Un roman magnifique sur l'exil et sur la mondialité. Voilà, donc ça avait été publié chez Galahad. Bon, c'était au XXe siècle, hein, c'est pas quelque chose de très très nouveau, hein, faut bien le dire. Je ne sais plus la date. 2014. Ah, mais c'est quand même, c'est 2014. Enfin, la première édition, c'est 86, hein, oui, c'est ça. Voilà. Ah, voilà, je savais que c'était pas très jeune. Mais bon, dernièrement, j'ai bien fait une émission sur Balzac. Alors, page 47, Bagdad, 1919. 47, Bagdad, 1919. Tu ris, Bagdad 1919, d'accord, tu ris en ton fort intérieur, on croira entendre une guitare dont les cordes sont animées par le doigt de tes souvenirs, venant du plus profond de ta tête, de mille couleurs. Ben, c'est l'Orient, hein, voilà, c'est l'écriture arabe. Souvent celui qui t'écoute a la chair de poule tandis que tu racontes les vicissitudes de ta vie et que tu ris. Il arrive aussi que tes malheurs le fassent pleurer, mais tu continues à rire. Je sais que c'est le rire de celui qui passe en revue les événements, un rire qui vient de loin, de la distance qui sépare l'expérience du souvenir, cette distance qui aide à lutter et à vivre. Non, jamais un homme ne décidera de mon destin. C'est vrai, le courant est violent et impétueux. La blessure est profonde et saigne. Le monde m'avait blessé. Un monstre allié de l'homme, une sorcière au service d'un mal toujours croissant pendant 4 années. Ce mal l'avait emporté. Les enfants étaient encore petits. Esther, dans la fleur de l'âge, quant à moi, j'étais un homme rongé par ces luttes, broyé par le monstre. Je ne pensais même pas à l'âge que je pouvais avoir. Tous ces événements brûlants m'avaient tellement fait souffrir que j'en avais perdu la notion du temps, ce temps qui avait lui-même effacé la limite entre le connu et l'inconnu. Nous ne savions pas ce qui allait encore nous arriver, ni comment cela allait se passer. J'en ris aujourd'hui maintenant que j'ai survécu à cette période de ténèbres, maintenant que j'ai gravi le sommet de ma vie, finalement auréolé de succès. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré, malgré les blessures de mon âme. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pleuré que 2 fois dans ma vie. Et toi, qui me dit doucement mon vieux, ou encore, parfois tu as le cœur dur, tu te montres orgueilleux et vaniteux. Voilà, donc page 91, Téhéran 1961. Donc c'est l'histoire d'une vie. Hein. Téhéran 1961, page 91. 91. Ok. Mais quelle formidable surprise, oncle Abou Salman. Voilà que nous nous retrouvons par hasard. Nous nous rencontrons à Téhéran pour la 3e fois. Les années se succèdent et voilà que soudain tu frappes à ma porte. Ta porte par le passé et que tu entres ici. Les questions se figent dans ma gorge. La voix coule entre mes côtes. Les échos de souvenirs résonnent dans mes tempes. Ta présence est sérieuse et profonde. Tu as toujours su l'imposer dans le temps comme dans l'espace. Tu te joues de ces 2 éléments, tel un habile magicien. Tout te semblait malléable. Souvent tu croisais sur ton chemin et tu faisais preuve d'une jalousie typiquement kurde comme toi. Dans tes accès de jalousie, tu mettais à m'insulter devant Dieu dans ma propre chambre, tandis que j'étais à tes côtés.
Tu m'insultais parce que je fumais le jour du Shabbat. Tu te blottissais près du réchaud à pétrole dans les jours de grand froid, tout en feignant d'ignorer que Aziza et sa fille étaient en train de faire. Aziza était dans la salle de bain chauffée au charbon ardent et sa fille se lissait les cheveux. C'était ça ton défaut. Ainsi que tes incessantes vantardises à propos de tes réussites et de tes exploits. Mais lorsque tu as emmené Aziza, sa mère, et tous ses biens avec toi, voici un an, et que vous êtes parti en Israël, j'ai ressenti un grand vide. Tu m'as manqué. Je t'aime. J'aimais aussi ta sagacité qui jamais ne se laissait mener par des caprices. C'est probablement ta rigidité qui permettait d'excuser tes rares accès de colère. Une fois que tu te calmais, tu t'excusais et disais « Tout un chacun se met en colère un jour ou l'autre », tandis que le calme plat est propre aux morts et aux pierres. Puis tu ajoutais « N'oublie jamais que je suis un Kurde, bouillant par nature. » Et voilà que tu réapparais sans prévenir, tu frappes à ma porte et que tu entres en disant « Cette fois-ci, c'est moi ton invité. » Voilà, ensuite page 105, Shabbat. Non, Sablak, 1914. Sablak, 1900, page 105. Page 105. Alors, avant la tempête, Sablak, 1914. Les sommets des montagnes étaient encore couverts de neige, comme s'ils étaient munis de chapeaux brillants. Un coup de vent s'abattit sur la cime de ce mont hautain et rougeâtre avant d'atteindre la grande maison. Esmer était assise sous le soleil occupée à se tresser les cheveux, l'air absent. Le souffle du vent empli de la froideur du mont rougeâtre l'éteignit d'un léger coup. Elle se raviva alors, le vent la tira du fond de ses pensées. Elle allait arriver aujourd'hui. Il allait arriver aujourd'hui. Le chevalier héroïque étant aimé. Le 16 de ce mois, lui avait-il dit. Cela tomberait un dimanche. Si tu oublies, attends la nuit du Shabbat où l'on récite la prière de la lune à la synagogue, lorsque la lune sous la coupole céleste commence à s'estomper, qu'elle quitte l'horizon pour se rendre vers le cœur du ciel. Et bien le lendemain de ce jour, le dimanche, j'arriverai, si Dieu le veut, entre midi et le coucher du soleil, en compagnie de Mir Ali et des autres commerçants. Esmer se redressa comme un oiseau sur lequel la pluie se met à tomber, mais elle replongea aussitôt. Apparemment, elle n'avait pas replongé dans l'océan des pensées. C'était plutôt comme si un océan de bonheur l'avait engloutie. Le temps ne s'écoulerait jamais assez vite entre midi et le coucher du soleil. Les heures de cette journée étaient les plus longues de tout ce long mois de séparation. À ses expéditions commerciales à Moscou, ses expéditions commerciales à Moscou, 7 ans plus tôt, alors qu'il était encore un jeune homme, il revenait d'un de ses voyages, et c'est là que tout avait commencé. Voilà, ensuite nous avons Massacre et destruction, page 73. J'en reviens en arrière, mais bon, pour ce livre, c'est pas très important de suivre la chronologie. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Alors, le cortège se mit en route sur la voie que Dieu avait tracée. Massacre, détruit, pille, viole les jeunes filles, les femmes de mon prétendu peuple. Tout cela résonnait à l'horizon de Bagdad et se répandit comme un fleuve en crue. À l'aube, Shlomo et ses compagnons étaient encore en train de murmurer le nom de Dieu, éreintés d'avoir ainsi veillé toute la nuit. Ils s'endormirent alors afin de reprendre des forces pour veiller durant la seconde nuit de la fête et glorifier le nom de leur tueur, le Seigneur. Ils furent tirés de leur sommeil par des coups de feu. Ils réveillèrent Esmer. Elle aussi, les coups venaient de Karada. La nouvelle n'avait pas encore circulé.
Elle n'avait pas encore allumé la radio ou passé un coup de téléphone. Cela faisait partie des interdits de la fête. Salma, le fils aîné, était en Amérique. Sion et Myriam à leur domicile conjugal. Le premier à Sahadoun et la seconde à Batawin. Quant au chef de la famille, tant aimé, Esmer savait-elle qu'Abou Salman était resté avec ses amis. Que cet homme, qui aimait tant ses compagnons et ses souvenirs, s'était sans doute endormi après avoir veillé toute la nuit. Passerait-il la seconde nuit là-bas, ou bien rentrerait-il à la maison pour le premier jour de fête? Esmer avait l'impression que les brous venaient de loin. Elle tendit l'oreille, mais elle ne s'inquiéta pas outre mesure. Par ces derniers temps, des troubles étaient récurrents à Bagdad, au point que la ville ressemblait désormais à Sablak ou à la veille de la Première Guerre mondiale. Soit que lui importait un second coup d'État ou une seconde révolution contre les Anglais. Elle devait préparer le Kahi, comme le voulait la coutume durant la fête. Le secret ne lui avait pas encore été révélé. Le serviteur de Nahum d'Al-Koch le connaissait et il commençait à s'éventrer dans certaines parties de Bagdad, loin de chez elle. Le secret se manifestait pour l'instant par d'autres endroits de la ville, dans ses ruelles misérables, ses marchés et ses centres commerciaux. Il se manifestait bruyamment et se répandait comme une épidémie, emportant avec elle les âmes contaminées par leur judéité et la colère divine. Voilà, donc c'est un livre exalté d'esprit oriental, hein, voilà. Donc c'est étonnant, un livre. Voilà. C'est traduit de l'arabe, hein, lisez-le, c'est très très étonnant. Shlomo le Kurde, aux éditions Galad. Alors maintenant il n'est plus édité, je crois, on peut le trouver en vente sur internet, hein, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis je vous dis à dans 15 jours là pour toute autre chose. À bientôt.